Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale Au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Oui, bonjour chers auditeurs, bien ravi de vous retrouver pour La Nature et vous sur Radio Grand Lac. C'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé, ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Mais comment sommes-nous en lien avec le vivant? Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Alain Renaudot. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, je vais vous présenter Alain dans quelques minutes. Nous sommes en direct par téléphone. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette petite graine qui a des petites ailes et qui tombe des arbres, d'un certain érable qui virevolte. Et puis des fois, ces petites ailes, on pouvait les coller sur le bout du nez quand on était petit. Et ben en fait, figurez-vous que ça a inspiré un ingénieur, George Kelly, au 19e siècle, pour concevoir les premiers plans des hélicoptères. Quand vous regardez un avion ou un parapente, c'est vrai que ça fait penser à un oiseau ou même un rapace aussi qui déploie toutes ses ailes. Et est-ce que vous avez déjà posé la combinaison de nageurs olympiques? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais en fait, comment ça se fait que ces combinaisons soient aérodynamiques? Eh ben, c'est inspiré de la peau des requins. Et la ventouse. Comment a été inventée la ventouse? Eh ben, en fait, c'est les geckos qui les ont inspirés. Et pourquoi finalement végétalisons-nous les toits? C'est une grande question. On sait très bien que la végétation apporte la fraîcheur, mais ça a été quand même la nature qui a inspiré cette idée. En fait, qu'est-ce qui inspire tout ça? La réponse commune, c'est que l'homme s'est inspiré du vivant, et dont il fait partie d'ailleurs, faut pas oublier, et il l'étudie depuis au moins 5000 ans. Alors cette inspiration du vivant, elle a été pour créer et innover. On appelle ça la bio-inspiration ou le biomimétisme. Et donc, pour en parler, Alain Renaudot. Alain, vous êtes fondateur de Biomime Expo qui aura lieu le 28 octobre à Marseille. Vous êtes également fondateur de New Corp Conseil, donc conseil en innovation de développement durable. Alors, vous avez un parcours économiste dans l'ensemble, et puis un long passage à l'IFOP. Et en 2002, au congrès de Johannesburg, il y a eu un éveil sur justement le développement durable. Et de là, vous avez eu envie de regrouper différents experts autour des innovations autour de la nature. Et c'est de là qu'est venu finalement le biomimétisme en France. Alors, vous avez grandi, donc il y avait déjà un attachement à la nature parce que vous avez grandi dans les forêts de Picardie et en fait, vous aimiez passer votre temps à vous échapper en forêt et vous arrêter au milieu de nulle part et juste écouter le monde qui vous entourait. Alors, la première question que je pose à chacun de mes invités, que signifie la nature pour vous? Je pense qu'on a une petite coupure. Allô, allô? La connexion n'est pas stable. C'est une grande et vaste question. Alors, je vais couper la vidéo parce que je crois que la connexion n'est pas stable et on va repasser par téléphone. Voilà, je vais rappeler directement Alain. Ça va passer. Donc en fait, le biomimétisme, ça date de 1960, les premières, la façon dont ça a été nommé. Est-ce que vous nous entendez, Alain? Moi, je vous entends très bien. Parfait. Donc, je reprends la première question qui était que signifie la nature pour vous? Oui, alors je disais, c'est une grande et vaste question. Je trouve que moi, elle m'impressionne. Cette nature omniprésente et à différentes échelles. Et donc, moi, ce que ça représente pour moi, c'est une sorte de galaxie, de grand univers, incroyablement d'abord beau et bluffant, de génie, de perfection. Et c'est souvent, d'une certaine manière, une grande claque d'humilité qu'on prend quand on essaye de réouvrir ces grands livres du vivant pour en tirer un certain nombre d'enseignements. Vous m'entendez encore ou pas? Parce que vous m'appelez en même temps. Oui, d'accord, ok. Tout bien. Donc, ça représente... c'est compliqué de répondre de manière courte à cette question. Ça représente, pour moi, des histoires fantastiques. Ça représente
un livre ouvert comme une sorte de grande bibliothèque qu'on a un petit peu oubliée. Donc il faut à nouveau repousser cette porte qui grince un peu et aller voir dans tous ces rayonnages ce qu'on a peut-être un peu oublié de lire et de regarder. Ça représente aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, une feuille de route incroyable pour le futur. Et c'est pas un point de vue théorique ou philosophique ou d'une certaine manière un peu poétique, mais on n'a pas d'autre destin que d'imaginer la suite en communauté de destin avec le vivant qui nous entoure. Et donc, ça représente plein de solutions et plein de bonnes nouvelles pour essayer d'imaginer le futur. D'accord. Et alors justement, parce que pour parler du futur, il y a cette notion du biomimétisme ou de la bio-inspiration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement, on voit bien quand on sépare chacun des mots, mais quelle est exactement la signification du biomimétisme ou de la bio-inspiration? En fait, c'est assez simple. C'est une idée simple, universelle, qui consiste à poser une forme de proposition ou d'invitation qui dit nous sommes une espèce jeune avec 250 000 ans, nous Homo sapiens. D'accord ? On a tendance à l'oublier. On sait généralement quel âge on a, mais on sait assez peu quel âge nous avons en tant que communauté. Premier élément. Deuxième élément, en face de nous, en face de nos 250 000 ans, on a 3,8 milliards d'années d'existence de la vie sur Terre. Et donc, on peut se limiter à ces deux chiffres-là, qu'on met l'un en face de l'autre. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces deux chiffres-là, quand on les met en face? Ils nous disent que nous, en tant qu'espèce, on a beaucoup à apprendre des autres formes de vie qui sont autour de nous et qui nous ont précédés depuis fort longtemps. Et donc, le biomimétisme, c'est tout simplement aller prendre des leçons dans la nature qui nous entoure pour en tirer des enseignements et des idées pour les appliquer aux activités humaines pour en réduire l'impact, faire moins de bêtises, voire idéalement, c'est la tendance, la nouvelle tendance qui émerge, être dans des approches dites régénératives. Ça veut dire quoi en un mot? Ça veut dire créer du solde positif sur la biodiversité et le vivant qui nous entoure. Donc, c'est prendre modèle sur le vivant qui nous entoure, et le vivant qui nous entoure, c'est un super designer, c'est un super logisticien, c'est un super fabricant de matériaux, c'est un super ingénieur qui produit pas de déchets, etc. Donc, on prend modèle sur cette nature qui nous entoure pour voir comment nous, à travers ce que nous faisons, nous pouvons faire en sorte de moins polluer, de moins impacter négativement l'environnement qui nous entoure. Donc ça, c'est le biomimétisme, et on intègre, on encapsule dans ce mot la vertu écologique. C'est-à-dire que si on s'inspire, je ne sais pas moi, de la carapace d'un scarabée pour faire un char de combat, ou du vol de libellules pour faire des drones tueurs, on n'est pas dans du biomimétisme. On peut s'inspirer de ça, pourquoi pas, mais le biomimétisme intègre une finalité environnementale, écologique. C'est-à-dire qu'on s'inspire du vivant pour nous et pour le vivant. C'est pas à sens unique. Alors, l'avion, est-ce que c'est du biomimétisme? Parce que pour l'environnement, c'est pas... Oui. Alors, c'est une super question, et c'est un super exemple. Parce que, oui, c'est du biomimétisme, mais le curseur n'est jamais binaire entre 0 et 100. C'est-à-dire que quand Richard Whitcomb, dans les années 70, cherche à réduire un problème de turbulence sur son aile d'avion, il est pas chez Boeing, encore moins chez Airbus, qui était en barboteuse à cette époque-là, dans les années 70. Il est au centre de recherche de la NASA, et il a un problème de vortex, cette espèce de tourbillon d'air qui s'enroule autour de l'aile. Et il se trouve que c'est un ingénieur, mais il est aussi grand passionné d'oiseaux, et notamment des rapaces. Et là, c'est la force du vivant, c'est que on est à la radio, mais on va pouvoir projeter une image dans la tête de nos auditeurs. Parce que si vous imaginez un grand rapace qui plane, qu'est-ce qu'on voit? Quand vous regardez l'extrémité de ses ailes, vous voyez que ses ailes sont relevées. Elles sont même relevées d'une certaine manière avec ce qu'on appelle les rémiges primaires, qui sont ces grandes plumes au bout des ailes, qui sont relevées en étant écartées. Richard Whitcomb, à l'époque, quand il regarde ça, et c'est un détail qui a son importance, il considère que finalement le modèle qu'il observe est un modèle performant. Pourquoi? Parce que l'oiseau que vous observez, c'est un avion qui a 150 millions d'années de recherche et développement et d'optimisation continue.
parce que tout n'a pas 3,8 milliards d'années d'existence sur Terre. Les espèces arrivent au fur et à mesure, j'ai envie de dire. Et les oiseaux, c'est 150 millions d'années. Et donc, quand vous observez un oiseau dans le vivant, vous observez quelque chose qui a fait des essais-erreurs pendant 150 millions d'années. Donc, le résultat qu'on regarde aujourd'hui, il va continuer d'évoluer, hein, mais il est performant. Et donc, Whitcomb, à ce moment-là, il se dit, tiens, pourquoi c'est fait comme ça? Et si je faisais la même chose? Et petit à petit, il relève le bout des ailes d'avion, on appelle ça les winglets, et ça permet d'évacuer le vortex, cette espèce de tourbillon d'air, et de gagner 3 à 4% d'économie d'énergie sur un avion qui vole. Donc, la réponse à votre question, c'est oui, mais, c'est-à-dire oui, c'est du biomimétisme. J'ai répliqué et je l'ai transféré à une techno humaine, on va dire, ce que j'ai observé dans le vivant, mais ce n'est pas suffisant pour rendre le trafic aérien et l'avion vertueux, mais ce n'est pas la question que Whitcomb a posée au vivant. La question que Whitcomb, à ce moment-là, a posée au vivant, c'est comment je fais pour réduire la turbulence sur un truc qui plane. Si vous voulez changer l'avion, posez d'autres questions au vivant. Mais en tout cas, c'est jamais binaire, c'est jamais 0-100. Il y a plein d'innovations bio-inspirées qui proposent un bénéfice environnemental, mais c'est pas toujours, encore une fois, une solution à 100% du problème initial. Alors, on reviendra un tout petit peu plus tard sur ce sujet, mais avant, je voulais aussi amener justement pour élargir dans quel domaine, parce que là, les différents, que ce soit en introduction ou là, l'exemple qu'on vient de donner, c'est plutôt des exemples technologiques, j'allais dire d'évolution technologique. Donc, ça touche plusieurs domaines, en fait, le biomimétisme, non pas seulement la recherche et le développement au niveau technologique. Dans quel autre domaine, en fait, est-ce appliqué ? En fait, il y a zéro limite. Ça touche tous les domaines parce que le vivant, vous pouvez le regarder à toutes les échelles. Vous pouvez le regarder à une échelle nano en observant les écailles d'une aile bleue de papillon morpho et vous rendre compte que ça crée de la couleur sans chimie, sans pigment, avec 4 strates d'écailles qui sont empilées d'une certaine manière et qui vont créer ce qu'on appelle une diffraction de la lumière blanche. Donc, vous pouvez vous dire, je regarde ça à un niveau techno, nano. Sauf que si vous faites ça, si vous commencez à répliquer ça, vous allez utiliser moins de chimie lourde. Vous allez prendre moins de ressources dans les écosystèmes naturels. Vous allez moins rejeter des eaux fortement chargées avec des intrants chimiques, etc. Et donc, vous pouvez avoir un point de départ qui est peut-être quelque chose que vous considérez comme très nano, comme très techno, mais à un moment donné, il y a toujours du multi-échelle en matière de réduction d'impact. Mais vous pouvez aussi avoir comme point de départ quelque chose de très macro. C'est-à-dire, vous vous dites, qu'est-ce qui fait la résilience d'un écosystème naturel? Pour faire court, c'est plein de trucs différents qui sont connectés. C'est-à-dire, c'est plein d'essences et d'espèces qui se rendent des services mutuels, on appelle ça de la symbiose, et c'est connecté, par exemple, si vous prenez les végétaux, c'est connecté grâce aux champignons mycorhiziens qui créent le lien entre le réseau mycélium et le réseau racinaire de la plante. Et là, c'est une place de marché. C'est-à-dire que le mycélium, il va apporter de l'eau et des nutriments, mais il est vachement intéressé par le résultat de la photosynthèse, c'est-à-dire par le glucose produit par la plante. Mais lui, il n'a pas accès à la lumière. Donc il va dire, voilà, moi je vais t'apporter de l'eau et des nutriments, mais en échange, je suis intéressé par le sucre que tu produis. Et donc, ce qui fait la résilience d'un écosystème, et vous pouvez l'appliquer à un écosystème socio-économique sur un territoire ou à une organisation humaine, c'est de la diversité. C'est pour ça que je rappelle souvent que dans biodiversité, ce qui est important, c'est diversité. Parce que la diversité protège le collectif, le groupe. La diversité est créative, la diversité produit des symbioses. Et donc, ce qui fait la résilience d'un écosystème, c'est de la diversité et de la connexion. Et donc là, vous êtes à un niveau macro. Vous pouvez appliquer ça en agriculture en pensant agroforesterie ou permaculture, ce qui permet là aussi de réduire des intrants chimiques, etc. Et vous pouvez aussi commencer à réfléchir à ça, et ça, c'est une des tendances du biomimétisme en matière d'organisation humaine, de management, d'approche collaborative. Encore une fois, c'est pas que de la techno. Ça peut être de la techno, mais ça peut être aussi à d'autres échelles. D'accord, oui, parce qu'au départ, c'était quand même parti beaucoup au niveau techno, et ça, j'ai l'impression que ça fait peut-être 6-7 ans maximum que c'est devenu beaucoup plus sociétal et organisationnel. L'application, en fait, du terme. En fait, c'est même mieux que ça. Alors oui, vous avez raison. Maintenant, ça reste, la vitrine du biomimétisme reste pour des raisons pratiques, tout simplement, parce que c'est facile à comprendre, c'est rapide à comprendre. Plutôt des innovations
technologique, industriel, mécanique, etc. Et puis parce que c'est pas toujours évident le niveau macro, c'est-à-dire que quand vous avez des approches qui consistent à dire tiens, c'est intéressant de nous organiser comme une meute de loups ou comme un essaim d'abeilles. Bon, faut faire un petit peu attention aux raccourcis. Je suis pas sûr qu'on ait tous envie de vivre comme dans une ruche. C'est très violent, l'organisation et la répartition des tâches dans une ruche. Donc, il faut un peu nuancer les choses. Mais pour aller au-delà de ça, moi, ma conviction, c'est que même au-delà du côté nano ou macro, c'est pour moi d'abord une deep tech culturelle et philosophique. D'abord et avant tout. C'est-à-dire qu'en fait, les premières leçons du biomimétisme, elles sont spatiales d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça nous remet à notre place. Donc c'est d'abord une révolution culturelle. On a mal appris la place de l'homme au sein de son écosystème à l'école. On n'est pas du tout en haut d'une pyramide, on n'est pas du tout sur un piédestal. On est au milieu d'un écosystème, on est un parmi une multitude et nous sommes dépendants de cet écosystème de vie, de cette galaxie d'organismes vivants. Et donc, le biomimétisme, pour moi, et c'est là où il est un projet de société qui nous invite justement à refaire société avec la nature, c'est que nous sommes un parmi une multitude et que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas seul au monde et c'est cette multitude qui va nous aider à essayer de mieux vivre pour la suite de l'histoire. En fait, on forme plutôt un tout. C'est pas quand on est un, c'est que l'ensemble fait un, peut-être. Oui. Vu sous un autre angle plus, j'allais dire, plus philosophique ou même spirituel. Et bourré d'interaction. Alors c'est passionnant, moi je vous propose qu'on fasse une toute petite pause et on se retrouve après pour continuer plus longuement. À tout de suite. Au cœur de la vie locale, Aix-les-Bains Chambéry et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Voilà, on se retrouve en direct avec Alain Renaudin, qui est fondateur de Biomime Expo, qui aura lieu le 28 octobre à Marseille, fondateur aussi de New Corp Conseil. Et la thématique du jour, c'est le biomimétisme. Donc on venait d'échanger un petit peu sur, entre autres, l'avion et puis aussi toutes les disciplines auxquelles s'applique le biomimétisme et aussi l'aspect philosophique de ce qui est le biomimétisme. Et si l'on continue, donc on a vu, il y a au niveau plus technologique, c'est connu, mais on parlait aussi justement de l'environnement, de l'agriculture, entre autres avec par exemple l'agroforesterie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus du biomimétisme et l'agriculture, parce que c'est quand même un sujet actuel fort important avec la biodiversité. Absolument, et c'est intéressant de voir que en fait, c'est pas les solutions qui manquent. Il y a plein d'expérimentations qui sont lancées. Il faut souvent changer d'échelle pour faire en sorte que ces expérimentations se déploient et se diffusent. En matière de biomimétisme et d'agriculture, pour faire simple, on peut regarder les choses à deux niveaux. Soit on est au niveau des pratiques, d'une certaine manière, donc c'est un peu ce dont on a déjà un peu parlé, l'agroforesterie, la permaculture, c'est-à-dire d'une certaine manière comment est-ce que des interactions entre des organismes vivants peuvent permettre de protéger des cultures en évitant d'utiliser des phytosanitaires divers et variés. C'est-à-dire que encore une fois, la diversité crée une symbiose, la diversité peut protéger le groupe, et donc vous avez tout un tas de pratiques qui sont bien connues en fait et qui sont en train de se déployer en matière d'agriculture pour voir comment réorganiser la façon, les pratiques agricoles pour utiliser moins d'entrants chimiques. Donc vous pouvez être à un niveau pratique d'une certaine manière, organisation du travail. Et puis vous pouvez être à un niveau plus solution. Je vous donne un ou deux exemples assez concrets, assez parlants et même assez amusants. Vous pouvez éviter d'utiliser des insecticides en dispersant des phéromones. Comment ça marche ? C'est la femelle insecte qui attire le mâle en diffusant un message qui est cette phéromone, cette substance chimique volatile odorante. Donc c'est une odeur. La femelle attire le mâle par l'odeur. Et donc, pour éviter la reproduction de certains insectes considérés dans certains contextes comme étant trop nombreux, eh bien, vous avez une start-up qui est devenue une entreprise d'une certaine taille, qui s'appelle M2I,
qui a développé une formule biomimétique de la phéromone sexuelle femelle qui les intéresse. Il multiplie cette phéromone, il l'encapsule dans une espèce de bille qu'il disperse au-dessus des cultures, ce qui fait que le mâle, quand il arrive sur zone, il est saturé de messages d'une certaine manière. C'est comme si vous arriviez sur un rond-point avec 200 panneaux. Il y a plein de leurres, on appelle ça de la confusion sexuelle, des fausses odeurs d'insectes femelles. Avec un peu de chance, il va trouver le bon panneau, mais il y a quand même peu de chances qu'il le trouve, ce qui fait que il va pas trouver la femelle, donc ils ne vont pas se reproduire et donc il n'y aura pas de larves qui sont les principaux ravageurs des cultures. L'insecte n'est pas tué. Les voisins ne sont pas dérangés parce que le message de la phéromone est très exclusif. On appelle ça de l'intraspécifique. Et quand la molécule retombe au sol, elle est 100% biosourcée, biodégradable, etc. Donc c'est un vrai substitut total aux phytosanitaires insecticides qui sont utilisés. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez y aller progressivement. C'est-à-dire que l'agriculteur, alors c'est pas que des agriculteurs, on peut utiliser ça aussi pour protéger la forêt des Landes de chenilles processionnaires, etc. L'idée, encore une fois, c'est que le vivant, c'est extraordinaire à quel point il communique par l'odeur. D'accord. Et donc on peut, c'est toujours pareil, partir de la connaissance scientifique. Comment marche le vivant? Comment fonctionne? Pourquoi est-il organisé d'une certaine manière, etc. Et à partir de là, essayer de faire avec ça, plutôt que de faire contre ça. Et donc, plutôt que de flinguer le vivant à haute dose avec tous les dégâts collatéraux qu'on connaît, eh bien, plutôt s'intégrer dans ces stratégies. Et là, en l'occurrence, c'est un substitut 100% aux insecticides. Ça permet aussi de reconvertir des usines de la vallée du Rhône ou d'ailleurs qui aujourd'hui produisent des phéromones et ne produisent pas des molécules lourdes en chimie polluante. Et puis ça permet d'accompagner l'agriculteur parce qu'il n'est pas obligé de passer de tout l'un à tout l'autre. Il peut y aller progressivement. Et s'il fait 6 pulvérisations sur son champ, eh bien peut-être qu'il va en faire 4 puis et 2 en phéromones, puis 3 et 3, et puis 1 et 1, etc. Et donc on peut aussi y aller progressivement. Donc typiquement là, vous dispersez des phéromones. Vous pouvez faire la même chose avec une autre boîte qui s'appelle Agriodor. Quand je dis la même chose, c'est de la dispersion d'odeur, mais sur des kéromones. La kéromone, c'est quoi? C'est la relation plante-insecte. C'est-à-dire que la plante attire ses pollinisateurs. D'accord? C'est pas le bourdon qui se promène comme ça au hasard pour aller chercher des belles rouges ou des belles jaunes. La plante attire son pollinisateur. Et donc là, on est dans du travail, encore une fois, sur des odeurs, sur des messages olfactifs pour voir comment stimuler la croissance des plantes en favorisant le lien entre le pollinisateur et la plante. Ça, c'est un deuxième exemple. Alors, et le troisième exemple, allez-y, pardon. Oui, en fait, ce qui est intéressant là en vous écoutant sur cette thématique de l'agriculture, c'est que avant qu'on ait tous les pesticides et qu'on détruise en fait toute la biodiversité qu'il y avait, la nature s'occupait elle-même de régir tout ça. Et bien donc sûr. Il est intéressant de voir quand même où en est notre société, à savoir que on s'est déconnecté de la nature depuis de nombreuses années. On n'a plus cette notion que nous sommes faisant partie du vivant et que maintenant on est obligé de repasser par la technologie pour réimplanter ce que l'humain a enlevé. Donc, alors c'est tout à fait exact. Ce qui s'est passé aussi, il faut être tout à fait honnête vis-à-vis de nous tous, c'est que c'est pareil pour les antibiotiques en médecine. En fait, on a utilisé des solutions pas chères et efficaces. On a utilisé des solutions pas chères et efficaces. Et c'est parce que ces solutions sont de moins en moins pas chères et de moins en moins efficaces et que on prend conscience de tous les dégâts collatéraux, y compris pour la santé humaine, que ça provoque, qu'on redécouvre des choses que nos aînés savaient très bien. C'est pour ça que je rappelle souvent que ce qui est nouveau, et si on se parle ce matin, c'est pas le biomimétisme. Ce qui est nouveau, ce sont nos enjeux. C'est parce que nos enjeux sont vitaux et cruciaux qu'on redécouvre, quel scoop, que la nature est géniale et peut nous aider. Et qu'on revient surtout à ce qui est essentiel, parce que là, en fait, parce que comme il y a des enjeux et que l'humain touche à sa finitude, c'est tout de suite, là, il y a une sorte de réveil qui arrive.
Et, exactement. Voilà. Et alors, vous disiez hors antenne, on échangeait un tout petit peu, vous disiez, parce que c'est quand même l'avenir, que les jeunes s'intéressent de plus en plus, et c'est vrai qu'en discutant quand même avec pas mal de jeunes, il y a une ouverture et une conscience, je trouve, autour du vivant qui est forte chez eux, s'intéressent de plus en plus au biomimétisme. Donc ils s'engagent, parce qu'il n'y a pas énormément d'enseignement autour de ça à l'heure actuelle. C'est plus des industries, de la recherche et du développement qui sont en œuvre, mais pas des études, j'allais dire. Oui, parce que il faut aussi honnêtement prendre conscience que c'est pas facile à attraper. C'est pas une science. D'accord ? C'est pas une science, c'est plutôt quelque chose de très pluridisciplinaire. Parce que là-dedans, vous pouvez très bien avoir de la chimie, de la physique, de la sociologie, et des domaines d'application qui vont de l'architecture aux matériaux, en passant par la médecine, etc. Donc c'est pas une science en tant que telle. Donc c'est pas facile non plus pour les cursus d'enseignement, soit éducation nationale, soit enseignement supérieur, d'intégrer ça dans les cursus. Mais il se trouve que c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver à l'initiative de certaines écoles et universités. Je pense à l'ENSI des Ateliers, qui est une école de formation en design à Paris, ou je pense à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui a une chaire sur les matériaux bio-inspirés. Mais il y a plein de modules. Moi, j'interviens par exemple dans un cursus à Polytechnique, figurez-vous. C'est un module. Il y a des modules, y compris dans des écoles de commerce, sur le biomimétisme. Et c'est aussi, de temps en temps, à la demande des jeunes, des étudiants. Pourquoi ? C'est ma petite analyse à moi, parce que je viens aussi de l'univers des études d'opinion et de la sociologie, donc tout ça m'intéresse, et c'est pour ça que je vous disais que ça va bien au-delà de la techno, et que c'est pour moi mais carrément, osons le dire, une feuille de route stratégique et philosophique pour nous. Pourquoi est-ce que les jeunes, je dis ça avec mon âge, s'intéressent à ça. De mon point de vue, parce que c'est une forme de confluence entre plein de choses, et de capacité à réconcilier différentes approches. C'est-à-dire que d'abord, il faut sortir d'un discours sur nos enjeux environnementaux qui n'est que un discours alarmiste et ultra angoissant. C'est-à-dire que là, à travers cette idée de biomimétisme, de bio-inspiration ou de vivant comme modèle, on est dans la solution, on est dans l'alternative, on est dans d'autres champs du possible. On n'est pas face à un mur dont on explique l'épaisseur. On est face à des alternatives, des initiatives, etc. Encore une fois, on est face à des solutions. Et aujourd'hui, mais c'est valable aussi pour nous, c'est pas que pour les jeunes, on a besoin de solutions, de perspectives. C'est ça qui embarque, c'est ça qui donne envie. À chaque fois que je donne des conférences, que les gens sortent de Biomexpo, etc., en termes d'occurrence, ce qui revient le plus souvent, c'est ça fait du bien. Voilà. Donc, le biomimétisme, c'est une solution. Moi, mon déclic à moi, ça fait 25 ans que je travaille sur des enjeux de développement durable. Mon switch, ce qui m'a fait passer d'un monde à l'autre, c'est qu'à travers le biomimétisme, on passe du pourquoi, il faut qu'on change. Parfois, c'est tétanisant. Au comment on peut changer. Passer du pourquoi au comment, ça change tout. Donc, pour moi, les jeunes, ils voient là-dedans plusieurs trucs. Je fais court. 1, ils voient des perspectives, ils voient des solutions, ils voient de l'avenir. 2, on est dans l'écologie, on est dans le développement, on est dans la transition. Donc, on aborde ce sujet-là frontalement. C'est-à-dire que ce qui intéresse les jeunes dans le biomimétisme, c'est le développement durable, c'est l'impact positif, voire le régénératif. 3, on est dans de la science. On est aussi dans de la tech. C'est sympa aussi. La science, la technologie. Et les jeunes, nous aussi, ils aiment ces sujets-là. 4, on est dans de la création de valeur. Il y a des jeunes entreprises qui se lancent là-dessus. Il y a même des startups qui lèvent de l'argent. Moi, j'ai fait un rapport, je suis le seul à avoir fait un rapport il y a 2-3 ans sur le sujet, qui s'appelle Biomim Invest, parce que je connais bien l'écosystème, donc je savais qu'il y avait des jeunes startups qui avaient levé de l'argent. On est à 620 millions d'euros de levée de fonds en quelques années à travers une vingtaine de startups françaises. Ce n'est que un petit panel de startups françaises. Donc, on est aussi dans l'univers, et ça, les jeunes générations, ça les intéresse aussi. De toute façon, c'est les métiers de demain, en fait. De l'entrepreneuriat, du volontarisme, du modèle économique, parce que tout ça,
ils en sont bien conscients aussi. C'est chouette, c'est sympa, mais c'est encore plus chouette et c'est encore plus sympa et c'est encore plus effet de levier si un modèle économique qui permet de changer d'échelle et de véritablement proposer des alternatives pour passer d'un truc polluant à un truc vertueux. Il faut qu'à un moment donné, ça soit économiquement viable. Il y a une dimension, parce qu'on parle beaucoup de la matière en elle-même, mais il y a aussi toute une dimension de vivre la chose, à savoir que nous sommes nature. Il y a le côté très intellectuel, très technique, très mise en pratique, mais à mon sens, pour que les choses soient complètement incarnées, il y a besoin de vivre l'expérience. Et je rebondis un tout petit peu sur l'introduction où finalement vous avez grandi dans les forêts de Picardie. Et est-ce que l'origine des choses ne prend pas aussi racine quand on a vécu ce qu'est la nature et qu'on vit avec la nature? Et je pense que tout aussi un des enjeux qui est bien plus philosophique et même spirituel est d'intégrer ça, à savoir qu'on vit avec la terre et non pas on vit sur terre. Donc il y a aussi toute cette dimension à transmettre et je trouve que on en parle peu finalement dans le biomimétisme de cet aspect-là. Voilà. C'est fondamental, et d'ailleurs c'est assez étonnant parce que vos quelques mots là me font frissonner. C'est-à-dire qu'en fait ça c'est très émotionnant tout ça, et il faut accepter ça. C'est-à-dire que les enjeux dont on parle, on les a beaucoup abordés de manière froide, de manière statistique. On pourrait presque dire, c'est presque amusant, que 40 ans de rapport du GIEC pour parler du réchauffement climatique ont été très froids. Il faut aujourd'hui recréer de l'envie, de l'émotion et de la désirabilité autour de ça. Mais de toute façon, en fait, l'engagement, il part vraiment de l'affectivité, et c'est tout l'enjeu de recréer le lien avec le vivant. C'est en passant effectivement par la cognition, la compréhension, la connaissance. Mais un enjeu majeur, c'est l'émerveillement et l'expérience l'expérience en fait, et c'est ça qui va créer l'affectivité, outre les recherches, mais même au sein de la société en général. Est-ce que on pourrait pas trouver une biomimétisme education je sais pas, truc comme ça, parce que alors si jamais ça vous tente, moi je suis partante parce que c'est plutôt ma branche, mais il y a vraiment quelque chose à engager aussi au niveau de l'affect et de l'émerveillement. C'est très important. C'est-à-dire que effectivement, moi, j'ai grandi dans les forêts de Picardie, et quand vous vous retrouvez en pleine nuit, sans lumière, au fin fond d'une forêt, et que tout d'un coup, vous entendez à la période de septembre le brame d'un cerf, qui est probablement à 100 ou 150 mètres, mais vous avez vraiment l'impression qu'il est au-dessus de votre épaule derrière vous. Je peux vous dire que c'est très troublant, c'est très émotionnant, c'est très saisissant. Donc il faut avoir ces expériences de nature. On s'est déconnecté du monde, on s'est déconnecté de la nature. On a culturellement en France plutôt une culture intellectuelle, un peu distante de tout ça. On est moins dans des immersions comme chez certains peuples racines, ou chez certaines cultures asiatiques par exemple, ou africaines. C'est amusant parce que la semaine dernière j'ai donné une conférence et j'ai parlé de notre besoin de reconnexion, etc. Et il y a une femme, la première femme qui s'est levée, qui est venue me parler après en me disant à quel point elle s'est trouvée en résonance, etc., était une africaine. Donc je pense qu'on a un rapport au vivant qui est culturellement un peu trop intello, et notamment dans la société française. Donc il faut recréer de l'émotion à travers ça. Ça peut être aussi du contemplatif. Moi je trouve qu'à travers le biomimétisme, je parlais de philosophie tout à l'heure, on n'est pas loin du spirituel, hein, bon, après chacun. Il y a vivre l'expérience en fait. Il y a vraiment, c'est une fois au milieu de la forêt au milieu de la nature qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. Il suffit juste d'observer les enfants. Mais après, vous pouvez aussi avoir cette émotion, cette expérience en écoutant une conférence sur le sujet. Vous pouvez être dans une salle de conférence et avoir aussi cette émotion. Moi, j'ai en partie créé ce rendez-vous du biomimétisme, le Biomexpo, etc. Et c'est maintenant qu'on en parle. Voilà. Non, mais je veux pas forcer le truc. J'allais vous poser la question. Mais pour nous réémerveiller. C'est dingue ce que c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, on protégera pas un truc
qu'on connaît pas, qui ne nous émeut pas, et qu'on ne reconsidère pas. Donc, le point de départ du biomimétisme, de la bio-inspiration, de cette idée de prendre modèle sur le vivant, c'est tout simplement de se remettre en posture d'élève, de quitter définitivement notre soi-disant posture de maître, qui a démarré il y a bien longtemps. Hein. Les choses se sont accélérées, on s'est déconnecté avec l'urbanisation, etc., l'énergie facile. Mais en fait, ça remonte quasiment au néolithique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a voulu domestiquer le vivant, on a voulu se croire plus intelligent que le vivant, etc. Mais aujourd'hui, il faut se réémerveiller et se remettre dans une posture d'humilité absolue face à tout ça, en disant mais c'est formidable, notre avenir est tout tracé, c'est un avenir, encore une fois, en communauté de destin avec ce vivant modèle qui nous entoure. Et donc justement, pour aller approfondir et découvrir, vous organisez le Biomime Expo qui aura lieu le 28 octobre à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement quelques informations parce que nous arrivons à la fin de l'émission? Quelques informations. C'est un événement que j'ai créé il y a quelques années, qui est une initiative personnelle. C'est comme en fait quand vous découvrez quelque chose qui vous passionne, vous avez envie de le partager. Et donc l'originalité, et puis ça c'est en train de devenir un petit peu important. On attend 1500 participants. Il y a un showroom de 130 exposants qui sont aussi bien des labos de recherche que des startups, que des groupes industriels, mais il y a aussi des expositions et des expos scientifiques, apprenantes et artistiques. Vous verrez des artistes qui font des choses invraisemblables avec du mycélium, qui fabriquent de la matière avec du mycélium. On va construire avec les participants un récif artificiel inspiré des structures naturelles pour voir comment recréer des nurseries pour de la biodiversité marine. On va parler de l'océan et de notre avenir commun entre la terre, la mer, l'océan, le climat, la biodive, etc. Et donc, c'est un rassemblement. Moi, je dis souvent, c'est une grande réunion de famille. C'est une grande cousinade. On a comme étendard en commun et comme dénominateur cette idée que c'est le vivant qui nous rassemble. On a envie, c'est une tonalité résolument positive et constructive. Ça ne veut pas dire qu'on nie les enjeux, mais qu'on ne se limite pas aux enjeux. On a envie de faire grandir cette idée que le vivant est une solution. Et donc, c'est un événement très démonstratif de solutions très étonnantes dans plein de domaines d'application et qui a l'originalité, et on le fait pas assez, de rassembler au même moment et au même endroit aussi bien des chercheurs en recherche académique et fondamentale que de la recherche appliquée, que de jeunes entreprises, mais aussi des réseaux associatifs d'éducation à l'enseignement, à la nature, à l'écologie, etc. Et donc voilà, c'est très hybride. Ça ne dure qu'une seule journée, c'est qu'une fois par an, c'est que en France. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Ça m'a étonné quand j'ai lancé ça, mais parce que voilà, il fallait probablement une espèce d'énergumène pour s'atteler à la tâche. C'est très réjouissant. Et c'est surtout très passionnant, c'est-à-dire que il y a plein de gens formidables en France et ailleurs, mais on a déjà beaucoup à faire avec la communauté française. Il y a plein de gens formidables qui développent des initiatives incroyables. Et notamment du côté de la recherche, et donc il faut valoriser tout ça et venir le 28 octobre au Pharo. C'est un bel endroit en plus pour découvrir tout ça. Voilà, et donc vous pouvez trouver tout ça aussi sur Internet pour pouvoir vous inscrire. 28 octobre au Pharo, Biomime Expo. Je vous remercie beaucoup, Alain Renaudot. Renaudin, pardon, décidément, je ne sais pas ce que j'ai. Voilà, ça arrive. C'était un plaisir d'échanger. Et chers auditeurs, vous pouvez retrouver Jacques Gamblin ce soir en direct dans les studios de Radio Grand Lac. qui sera interviewé par l'équipe du cinéma de la 16/9e. Et nous retrouvons dans 15 jours. À très bientôt. Merci. Au revoir. Radio Grand Lac, on adore.